Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Oui. Bienvenue sur le Breakfast Ciné Club, votre podcast préféré spécialisé sur le cinéma, présenté ce mois-ci par yours truly, Terry LTM, accompagné par les il avait changé d'identité d'un seul coup. Avec Joe Hume et bien évidemment Marie Palot. On va parler du futur meilleur film d'animation de l'année, à savoir Le Robot Sauvage. On a vraiment eu on a même la chance d'avoir le réalisateur du film en personne qui a répondu à nos questions. Le Robot Sauvage, c'est un film beaucoup trop stylé, beaucoup trop cool, beaucoup trop émouvant. Bref, ça fait beaucoup de beaucoup, mais quand un film est aussi beau, ça vaut le coup. Bienvenue sur le Breakfast Ciné Club. On ne va sacrifier personne. À chacun de vos refus, des centaines de milliers de personnes vont mourir. Alors les copains, qu'avez-vous pensé de ce film, Le Robot Sauvage, Marie ? Moi j'ai versé, alors j'ai écrit pas mal de larmes, des torrents de larmes en vérité. Nice. Je m'y attendais pas forcément. C'est une histoire qui prend de l'espace avec de très beaux sentiments dans un contexte où on parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que justement cette IA n'est pas du tout artificielle. En tout cas, elle ne semble pas l'être. On voit pas d'humain derrière, on sent pas un programme qui est dirigé par quelqu'un, mais une vraie sensibilité qui se développe. Et je croyais en fait aller voir un film tout simplement pour enfants et j'en suis sortie avec des sensations étonnantes qui m'ont vraiment touchée hyper personnellement et hyper profondément, donc j'ai adoré. T'as kiffé? Écoutez, moi je vais me joindre aux louanges. Joindre aux louanges qui sont ici professées par Marie. Parce que moi c'est assez simple, j'adore les robots qui pensent. Les robots qui ont une âme. Depuis que je suis tout petit, c'est le genre de tropes qui m'émeut assez facilement. Je peux même être plus précis, je suis souvent touché par les histoires de personnages a priori dépourvus d'âme et de personnalité qui s'en découvrent une et dont l'innocence se heurte à la réalité de la vie. Je sais, c'est précis, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Genre Chucky. Donc, alors, Chucky, c'est c'est le revers de la médaille, c'est la partie exactement. Mais non, mais je pensais plus effectivement au Magicien d'Oz, qui je crois est le premier, le robot du Magicien d'Oz, l'homme de fer. C'est le premier personnage un peu dans ce style-là qui m'a marqué quand j'étais petit. Et puis ensuite, il y a eu le Géant de fer, justement, un film d'animation fantastique. Il y a eu Wall-E aussi. Et ce sont des histoires et des personnages qui vraiment m'ont marqué et je suis assez heureux de parler aujourd'hui du Robot Sauvage parce que je trouve que ça s'inscrit vraiment dans cette droite lignée et ça remplit parfaitement le contrat selon moi. Je suis bien d'accord, il remplit son contrat, mais d'ailleurs c'est quoi le contrat ? Alors le Robot Sauvage, ça raconte l'histoire d'un robot qui va se retrouver perdu en pleine nature. Il s'agit d'un robot assez particulier, il est spécialisé dans l'assistance des humains, c'est sa raison d'exister, sa raison d'être, et sans ça, le robot il est vraiment perdu. Et donc il va essayer d'assister ou plutôt d'aider les habitants de cette forêt, les animaux. Voilà, donc le pitch de départ il est assez simple et je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu justement ce pitch, je me suis dit je regarde la bande-annonce, je risque de m'ennuyer et ça va être difficile de faire un podcast dessus. Donc je suis allé à ma projection presse, je me suis installé et voilà, j'étais prêt à regarder un film sympa parce que ça reste Universal, je savais que j'allais passer un moment cool. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Voilà, les 20 premières minutes, c'est sympa et tout, la musique est cool, les visuels sont vraiment satisfaisants, les voix des personnages sont très très propres et d'ailleurs, on reviendra dessus parce que le casting est juste oh my god. Mais voilà, à partir de la 21e minute, je commence vraiment à m'attacher à ces personnages, ce petit renard, les castors, les opossums et sa famille là, et puis je commence à avoir des larmes qui montent, voilà, et je me mets à pleurer. Voilà. Non mais attends, c'est vraiment ce que m'a provoqué ce film et je vais répéter parce que je suis pas sûr que vous ayez capté, j'ai chialé devant un film avec un opossum et sa famille. Voilà, tout va bien. Moi, ça me donne pas trop. Écoute, ça tout à fait crédible. Il y a un truc qui va pas bien chez moi. Mais voilà, franchement, j'ai pu échanger d'ailleurs avec le réalisateur Chris Sanders et j'ai voulu lui demander un petit peu comment on fait un film avec autant d'émotions, un film qui te fait pleurer tout le long. Et j'essaye de ne pas spoiler, mais il y a une scène d'entraînement au vol, même les moments de séparation et parfois même des conversations toutes simples, elles ont pu me toucher. Et toi, je pense que ça a été un petit peu la même chose pour toi, Marie. Ça a été complètement pareil, beaucoup d'émotions. Alors, j'ai appris que c'était l'adaptation d'une série de romans, mais vraiment d'un roman intitulé The Wild Robot de Peter Brown, un premier livre qui est donc sorti en 2016 et depuis il y en a eu d'autres. Et la date nous a interpellés.
en vérité, Terry. Exactement. Parce que c'est aussi la date de sortie du jeu vidéo Overwatch. Et Overwatch nous a habitués justement à proposer des courts-métrages autour des différents personnages jouables dans le jeu. Et entre autres, eh bien, il y avait Bastion. Et ça m'avait marqué parce que ce court-métrage, c'était justement un robot abandonné dans une forêt qui se lie d'amitié avec un oiseau. Alors, les similitudes s'arrêtent là car Robot Sauvage, ça va quand même beaucoup plus loin dans l'exploration de l'intelligence artificielle. Rose, qui est donc le robot qui est censé assister les humains, elle apprend vite, elle apprend bien, elle s'adapte de manière fabuleuse et honnêtement, elle a tellement de bienveillance en elle qu'on oublie vite qu'elle ne fait à la base que mener finalement à bien des missions. Elle existe, comme tu le disais, littéralement pour les autres. Elle n'est pas censée ressentir en fait de la satisfaction personnelle ou même des ambitions, des choses pour elle. Et pourtant, on va vite découvrir que la machine développe des sentiments humains. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Ça permet du coup de s'attacher à elle, de s'identifier à elle et avoir de l'empathie parce qu'honnêtement, la nature, elle n'est pas toujours tendre avec elle. On va pas se clairement mentir. pas. Et du coup, j'ai trouvé que l'approche était vraiment sublimée déjà par un mélange unique d'animation avec des influences visuelles qui rappellent le travail de Wong sur Bambi, les mondes futuristes de Mead, connus pour Tron notamment. Et Sanders, en fait, j'ai lu qu'il voulait une esthétique vraiment distincte, à mi-chemin entre l'organique et le mécanique, pour donner vie justement à cette île où l'histoire se déroule et au monde futuriste d'où vient Rose, le robot que l'on voit par la suite. Alors pour ça, il a privilégié une animation painterly, proche des illustrations plutôt qu'un style classique en CGI, donnant du coup au film un aspect hyper artisanal. Et du coup, je trouve que ça tranche encore une fois avec la thématique de l'IA et ça m'a fait hyper plaisir de voir ça. Complètement, moi je vais rebondir là-dessus puisque tu parles de l'identité visuelle du film. Marie, moi j'ai aussi pas mal pensé au travail du Suédois Simon Stallenhag. Si vous connaissez pas, Simon Stallenhag, c'est un illustrateur assez génial qui a développé un univers rétro-futuriste où justement il y a des machines qui errent dans les paysages de la campagne suédoise. C'est des illustrations qui ont d'ailleurs engendré la création d'un jeu de rôle sur table et d'une série Tales from the Loop qui est sortie en 2020, que je vous conseille vivement de regarder. Et dans le Robot Sauvage, j'ai trouvé un peu justement de cette atmosphère mélancolique avec une machine qui contemple un environnement sauvage et parfois on a vraiment l'impression que c'est pas de l'animation, c'est de la gouache en fait. Il y a vraiment un côté très peinture qui m'a beaucoup marqué. Et alors à travers ça, on explore donc la thématique de l'adoption, du développement d'un instinct maternel imprévu, etc. Mais il faudrait pas pour autant mettre de côté la manière dont le film nous parle de la recherche de l'autre, du besoin urgent de trouver l'amitié et de ne plus être seul. Alors oui, on peut trouver qu'il y a quelque chose d'un petit peu naïf dans la mise en scène du vivre ensemble, mais bon, on reste quand même devant un film d'animation tout public, ne l'oublions pas. Et malgré tout, moi j'ai été touché par la relation entre Rose et Escobar le renard. Tu le mentionnais tout à l'heure, Terry. Peut-être même encore plus qu'avec son fils d'adoption Jolibec. Je trouve qu'il y a vraiment un lien très émouvant qui se développe entre les deux. Alors bref, le rapport de la machine à la nature, c'est un contraste qui a déjà été exploré par le passé. Je parlais du géant de fer de Brad Bird en intro. Je pense que ça fait partie des influences de Chris Sanders, le réalisateur du Robot Sauvage, qui s'inscrit donc dans un sous-genre attachant du cinéma d'animation. Et je pense qu'avec les années, ce sera certainement ce film, La Madeleine de Proust, de plein d'enfants ou de très jeunes préados qui le voient justement aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Bon, et puis il va falloir justement qu'on dresse un petit récapitulatif du CV de Chris Sanders, parce que je vous cache pas que c'est quand même pas un petit nouveau dans le circuit de l'animation. Finalement, le Robot Sauvage, c'est une étape assez naturelle, je trouve, dans son parcours. Et c'est marrant parce que justement, je lui posais une question pendant l'interview où je lui disais dans vos films, j'ai un peu l'impression que le fait de devoir s'adapter à l'inconnu, c'est un thème qui revient. Et quand tu penses vraiment à tous ces films, c'est à chaque fois le personnage principal doit s'adapter. Et non, je pense qu'il y a beaucoup à aller explorer dans la filmographie de cet homme. Et on s'écoutera d'ailleurs l'interview. Mais juste avant, je vous propose de nous faire un petit extrait. Eh ben voilà. Bonjour! Les oiseaux s'attachent à la première chose qu'ils voient. Comme c'était toi, maintenant tu es sa mère. Je n'ai pas le programme adapté. Personne ne l'a. Il doit apprendre à nager et à voler. Nager, c'est fastoche. Je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! Alors, tu vois, tout à l'heure, je disais que j'avais été vachement touché par le film et je me demandais un petit peu pourquoi. Et je pense que c'est grâce ou à cause de deux éléments en particulier. Premièrement, le casting extraordinaire et la musique. Parce que oui, dans le film, il y a du beau monde. Il y a de belles voix. Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Benigni, Ving Rhames et
Mark freaking Hamill, d'accord. vache, Alors, quoi. non mais là franchement j'étais juste le gros geek au fond de moi avait besoin de poser la question au réalisateur Chris Sanders, comment c'est de bosser avec Luke Skywalker / le Joker. Un casting de fou et une Lupita plus investie que jamais, mais aussi voilà, une musique qui sublime ses voix et qui apporte voilà, cette dimension émotionnelle au film, en particulier dans certaines scènes clippées où il n'y a pas de texte, plus de dialogue, ouais. juste des images pour nos yeux. Ouais. Et cette musique, comment ils l'ont réalisée? Alors merci Universal de nous avoir permis de recueillir les propos du réalisateur Chris Sanders. Et donc juste avant ça, Joe, tu allais nous parler un petit peu de son CV. Exactement, je vous disais que Chris Sanders, ce n'est pas un nouveau venu dans le milieu de l'animation, et loin de là. Chris Sanders, quand j'avais 2 ans, en 1984, il sortait déjà diplômé de la California Institute of Arts. Il avait plus que 2 ans, cela dit, mais bon, voilà, moi j'en avais que 2. Il a ensuite bossé pour une légende, Jim Henson, le créateur des Muppets, de Dark Crystal, de Labyrinthe, l'un des développeurs du personnage de Yoda, s'il vous plaît, dans l'Empire contre-attaque. C'est lui qui a fait les articulations mécaniques. Chris Sanders, lui, il design des personnages pour la série jeune public The Muppets Babies avant d'arriver chez Disney. Et alors là, il va travailler sur toute la nouvelle génération de grands classiques du studio, ceux de la grande époque des années 90, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion Le meilleur. en tête. Les meilleurs. Voilà. Clairement. En tout cas, la meilleure trilogie d'animation de Disney après Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, si vous me demandez mon avis, mais chacun a son petit avis sur Ne la nous lance question, pas, bien ne sûr, nous on va lance pas se lancer là-dessus. Mais bref, au début des années 2000, je vous recontextualise un peu, Disney est un petit peu à la lutte face aux nouveaux studios qui émergent et qui se mettent donc à développer des plus petits projets. Et donc Disney décide de confier l'un de ses projets moins ambitieux, on va dire, à Chris Sanders. Lui, de son côté, il avait créé dans les années 80 un personnage destiné à apparaître dans des histoires, des livres illustrés pour enfants, mais ça n'avait jamais abouti. Ce personnage s'appelait Stitch. Et Incroyable. Sanders va le ressortir de ses petits tiroirs, le retravailler et en faire la vedette de son premier long métrage d'animation en tant que réalisateur et scénariste, Lilo et Stitch, un petit Disney entre guillemets, Je connais qui pas. va très rapidement devenir culte. Avec Et la sachez meilleure que- musique. Et un Ah petit ouais. peu comme à la manière des Mignons chez Illumination, c'est Chris Sanders lui-même qui va doubler la voix de Stitch, justement, qui va vraiment s'approprier son personnage. Et donc c'est l'histoire d'un méchant qui devient le héros. Alors d'ailleurs, justement, après son départ de chez Disney en 2007, Sanders va migrer chez DreamWorks, cette fois-ci, où il continue de creuser ce type de récit dans lesquels un personnage considéré comme méchant, monstrueux ou tout simplement différent va devenir un symbole d'espoir. En 2010, on le retrouve donc à la coécriture et à la réalisation du premier film de la franchise Dragons, How to Train Your Dragon, dans lequel un jeune viking un petit peu frêle va s'allier avec un dragon pour affronter les envahisseurs, une relation qui va changer le regard des habitants de son village sur le peuple draconique. Le dragon le plus mignon de l'histoire. Croque-Mou, on le kiffe, Oh là on là. l'embrasse. Big up Croque-Mou si tu nous écoutes ou que tu nous regardes. Par la suite, Chris Sanders va rester producteur sur les suites de cette franchise. Il réalisera également le film d'animation Les Croods en 2013, puis un film sur pellicule, L'Appel de la forêt, avec Harrison Ford et Omar Sy, qui a un succès assez mitigé en salle, qui incite certainement Sanders à revenir à l'animation avec Les Croods 2 qu'il produit, et enfin Le Robot Sauvage qu'il réalise et co-scénarise, dont on parle aujourd'hui. Et donc la qualité du traitement des thématiques de ce film, en fait, c'est la somme de son parcours jusqu'ici. Tu vois, c'est marrant parce que L'Appel de la forêt, tu parlais du succès un peu mitigé, alors que je trouve que c'était un banger ce film. Il T'as était pleuré trop devant bien. L'Appel de la forêt. Oui, toi. j'ai pleuré Ouais, voilà, fort, c'est ça, tellement fort. Non, et puis on a quand même, il y a Omar Sy dans une production comme ça. Bien Attends, sûr, non, c'est bien sympa. Bon, il apparaît pas très très longtemps, mais Non. quand même. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, ce CV, il explique certainement une maîtrise et aussi des choix artistiques qui font que, justement, je trouve que Robot Sauvage va toujours viser juste. Par exemple, il y a un élément qui est marquant dans le film, c'est le fait de ne pas anthropomorphiser. Bien Ah, joué. Wow, nice. excessivement les personnages animaux. En fait, ils gardent des mouvements et des comportements réalistes tout en ayant des caractéristiques stylisées qui les rendent uniques. Je pense à des scènes où justement le renard se love contre Rose, etc. Complètement, ouais. C'est des attitudes animales qui les ramènent à leurs instincts primaires et je trouve ça absolument charmant en Le fait. rapport C'est à la pour ça que mort d'ailleurs, aussi. quand tu Complètement. comparais un petit peu à Bambi, on est exactement dans cette droite ligne. C'est-à-dire que dans Bambi, c'était la première fois
moi, dans mes souvenirs, en tout cas, où tu voyais des animaux avec des comportements d'êtres humains, mais qui gardaient leur gestuelle et la manière dont ils vivent dans la nature de véritables animaux. Exactement, on Sauvages. n'est pas du tout dans Zootopie là, par Ouais. exemple. Ah, Alors, Rose, le personnage principal, n'a pas de bouche, ce qui est quand même un peu compliqué pour lui donner des expressions, mais du coup, ça a poussé les animateurs à s'inspirer du mime classique comme Buster Keaton pour traduire du coup ses émotions avec beaucoup de subtilité, je trouve. Une contrainte qui a été compensée par l'utilisation de lumière LED, des mouvements subtils dans les yeux pour indiquer ses pensées, ses émotions. Je trouve que ça fonctionne toujours. Des émotions qui vont devenir, comme on l'a dit, de plus en plus humaines. Alors, j'ai lu que Sanders a révélé en fait qu'il n'avait pas initialement réalisé à quel point l'aspect de la maternité serait central dans son film. Moi, j'avoue, ils m'ont totalement eu là-dessus. Ça m'a fait chialer. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est cette oie orpheline recueillie par un robot marginalisé, mais qui cherche à reconnecter avec son espèce, poussée par une machine qui ne remplit que sa mission, mais qui au fur et à mesure va montrer eh bien, des réactions totalement humaines, des réactions que moi j'aurais pu avoir en tant que mère. Rose devient donc du coup cette maman, un thème qui a résonné plus profondément chez Sanders au fur et à mesure du développement du film. Et d'ailleurs, en parlant de ce développement, eh bien, l'équipe a commencé la production en plein pendant la pandémie. Ils ont dû jongler avec les grèves des scénaristes, les grèves des acteurs. Ça a ralenti l'enregistrement des voix pendant 6 mois, ce qui est quand même énorme sur une prod. Et ça n'a pas affecté, de ce que j'ai lu, l'enthousiasme des équipes. Certains animateurs ont terminé leur scène avant même les consignes officielles, tellement en fait ils étaient tous investis dans ce projet. Et lire ça m'a conforté dans l'idée qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce film, à la fois dans la fabrication mais aussi dans le rendu. Ouais, c'est vrai. Oh, pardon. C'est plus dangereux pour lui que pour n'importe qui d'autre. C'est vrai ce que tu dis. Mais il peut y arriver s'il compense la petite taille de ses ailes Ça m'a fait chialer, lui, là. par la grandeur de son cœur. En regardant ce film, tu vois, je pense que j'ai eu une forme d'élan de gratitude qui s'est éveillé en moi. Et oui, à un moment, il y a un personnage qui regrette de ne pas avoir eu le temps de dire ce qu'il ressentait. Et c'est quelque chose qui m'arrive souvent, donc j'en profite. Alors pour terminer ce podcast, je vais faire quelques remerciements. Alors du coup, j'en profitais d'abord pour remercier les équipes techniques qui rendent ce projet possible. Merci à Universal et Deezer de nous faire vivre de tels moments, de telles opportunités. Merci Chris Sanders de nous avoir accordé du temps et de nous avoir donc parlé de ce film et d'avoir fait ce film absolument génial. Et je vais commencer... je vais aussi dire merci à Joe et Marie d'être des collègues si talentueux, compréhensifs et passionnés. Voilà. Et je conclurai avec un last but not least. Merci à nos auditeurs, merci à vous de nous suivre, de suivre le Breakfast Ciné Club. Vous êtes des passionnés de cinéma, c'est bien, c'est beau. Alors maintenant, allez voir Le Robot Sauvage. Il sort le 9 octobre, allez le voir et je pense que si vous le faites, je pense que c'est vous qui nous remercierez. Merci les copains, on se retrouve très bientôt. Très vite. C'était bien. Après ça, C'était super. sympa. C'était super. On se retrouve la prochaine Merci fois à toi, pour Terry. parler d'un film français. Et c'est pas mal ça. On est chauvin aussi sur le Breakfast Ciné Club. Peut-être avec un invité, on verra. Si vous êtes sage. Il nous tease. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao, ciao. Ciao. Bye.